Si quelqu'un m'avait dit il y a 3 ans que je me retrouverais dans cette situation à mon âge, je lui aurais ri au nez. À 74 ans, moi, Alphonse Dubois, je pensais avoir assez vu de choses dans cette vie pour ne plus être surpris par la bassesse humaine. Il s'est avéré que non. Toute ma vie, j'ai travaillé comme chef de chantier sur des projets de construction à Port-Fleuri et dans ses environs. J'ai commencé comme simple manœuvre, à porter des briques et à gâcher du mortier, mais avec le temps, j'ai gravi les échelons. Je ne dirais pas que c'était un métier de rêve, mais c'était un revenu stable qui me permettait de subvenir aux besoins de ma famille. Mon Élisabeth, que sa mémoire soit bénie, disait toujours que j'avais des mains en or et une tête bien faite. Peut-être exagérait-elle un peu, mais j'avais effectivement un certain talent pour gérer l'argent. Tandis que d'autres dilapidaient leur salaire dans les bistrots ou aux courses, j'épargnais. Pendant que mes collègues prenaient des crédits pour des voitures qu'ils ne pouvaient pas se permettre, j'achetais ce que je pouvais payer comptant. Vers l'âge de 50 ans, j'avais accumulé une somme décente que j'ai commencé à investir dans l'immobilier. D'abord, un petit appartement à louer, puis un deuxième, un troisième. Je ne peux pas dire que je suis devenu un homme riche, mais à l'heure de la retraite, je possédais plusieurs biens qui me rapportaient un revenu constant et un compte en banque solide. Élisabeth n'a pas vécu assez longtemps pour voir ses jours. Un cancer l'a emporté il y a 5 ans, et depuis, je vivais seul dans notre petite mais confortable maison à la périphérie de Port-Fleuri. Outre Élisabeth, je n'avais que ma fille, Françoise, notre unique enfant. Tardive et longuement attendue. Françoise a grandi comme une bonne fille. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle a suivi une formation d'infirmière, mais après la naissance de ses enfants, elle a travaillé comme réceptionniste dans une clinique privée. Les horaires étaient plus pratiques et le salaire correct. Son mari, Noël, possédait une petite entreprise de nettoyage. Rien d'extraordinaire. 5 employés, quelques camionnettes avec du matériel, mais c'était suffisant pour vivre, je suppose. Après le décès d'Élisabeth, j'ai eu plus de contact avec ma fille et sa famille. Plutôt de ma propre initiative, cependant, appelant, proposant de nous voir, les invitant à déjeuner. Les petits-enfants, Clovis et Ambre, maintenant adolescents, étaient plutôt froids avec moi. Quand ils venaient en visite, ils restaient les yeux rivés sur leur téléphone. Aucun respect pour leurs aînés. Pas de bonjour papy ou comment vas-tu papy. Mais je ne m'en offusquais pas. C'est cette génération qui est comme ça. Françoise semblait distante après la mort de sa mère. Je savais que c'était dur pour elle. Elle aimait énormément Élisabeth. Il me semblait que ma présence lui rappelait sa perte. C'est peut-être pour cela que nous nous voyions de moins en moins. Ou peut-être était-ce simplement qu'elle avait sa propre vie, ses propres soucis. Mon gendre, Noël, et moi n'avions jamais eu beaucoup d'intimité. Un homme grand et mince avec une expression perpétuellement mécontente sur le visage. Il m'a toujours traité avec une politesse appuyée mais froide. Je sentais qu'il ne m'appréciait pas beaucoup, mais il n'y avait aucune raison de conflit, et nous maintenions une relation neutre. Du moins, c'est ce qu'il me semblait. La dernière année, la solitude est devenue écrasante. Je me surprenais à me parler à moi-même, à cuisiner pour une seule personne et à regarder par la fenêtre pendant des heures, espérant voir un visage familier. Les vieux amis partaient les uns après les autres, qui pour l'autre monde, qui pour des maisons de retraite. Et à mon âge, je n'avais pas vraiment envie de m'en faire de nouveau. De plus en plus souvent, je pensais qu'il serait bon de passer le reste de mes jours avec ma famille, de voir mes petits-enfants grandir, d'aider ma fille. Et c'est là que j'ai eu une idée. J'avais les moyens de faire une différence. Je pouvais acheter une grande maison avec assez de place pour moi et la famille de Françoise. Ils économiseraient de l'argent sur le loyer, je sais que c'était cher, et je ne me sentirais pas si seul. Le jour même, j'ai appelé ma fille et lui ai proposé de nous rencontrer. Nous nous sommes assis dans un petit café près de son travail et je lui ai exposé mon plan. « Papa, tu es sérieux ?» Françoise avait l'air surprise, mais quelque chose d'autre a brillé dans ses yeux. De l'intérêt, un calcul? Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention à l'époque. Absolument, ma chérie. J'ai déjà regardé quelques options. Il y a une superbe maison dans le Vieux-Port. 4 chambres, un grand salon, 2 salles de bain, un garage pour 2 voitures et un terrain décent. Tu pourrais y faire un jardin comme tu en as toujours rêvé. Mais ce serait très cher, non? Elle tripotait nerveusement sa serviette. Je peux me le permettre, dis-je fièrement. Je vendrai la maison de ta mère, et j'ajouterai mes économies. J'ai aussi 2 appartements que je loue. Je peux en vendre un. Cela fera assez d'argent. Et Noël? Tu lui en as parlé? Non. Je voulais d'abord t'en parler à toi. Si tu es d'accord, nous pourrons lui en parler ensemble. Françoise a hésité à répondre. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, calculant le pour et le contre. Tu sais, c'est une offre très généreuse, dit-elle finalement.
Laisse-moi en parler à Noël et ensuite nous réglerons les détails ensemble. 2 jours plus tard, ils sont arrivés chez moi. Noël était inhabituellement vif et amical. Il m'a serré la main, m'a tapé sur l'épaule et m'a appelé beau-père, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. C'est une idée formidable, Alphonse, dit-il en se promenant dans mon salon. Nous sommes tellement touchés par ton attention. Nous avons discuté des détails, du quartier, du coût approximatif, du moment où nous emménagerions. J'ai suggéré que nous partagions tous la maison à parts égales, mais Noël a secoué la tête. Pourquoi s'embêter avec tout ça? C'est mieux que l'un de nous soit le seul propriétaire pour ne pas avoir à gérer les impôts et autres lourdeurs administratives. Eh bien, alors ce sera à mon nom, dis-je. C'est moi qui achète après tout. Françoise et Noël se sont regardés. Papa, mais tu es... Françoise a hésité. Je suis désolé d'aborder ce sujet, mais à ton âge, s'il t'arrivait quelque chose, il y aurait des formalités administratives, des problèmes de succession. Il vaut mieux que ce soit directement à notre nom, a dit Noël. Ce sera plus simple pour tout le monde. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? J'ai hésité. Il y avait quelque chose dans leur insistance qui me mettait mal à l'aise, mais d'un autre côté, ils avaient raison, à mon âge. Il était temps de penser à ce genre de choses. J'ai donc accepté. Il a fallu près de 2 mois pour trouver une maison. Françoise, Noël et moi avons visité probablement 2 douzaines d'options avant de trouver quelque chose qui convenait à tout le monde. Une grande maison de style victorien dans le Vieux-Port, récemment rénovée, mais conservant son charme historique. J'en suis tombé amoureux au premier regard. De hauts plafonds, des parquets en bois, de grandes fenêtres donnant sur la mer. Elle coûtait plus cher que ce que j'avais initialement prévu. J'ai dû vendre mes 2 appartements locatifs, mais cela en valait la peine. La transaction s'est déroulée sans encombre. J'ai payé le prix total et la maison a été mise au nom de Françoise et Noël. Je me souviens m'être tenu devant le jour où nous avons eu les clés et je me sentais incroyablement heureux. J'allais enfin retrouver une vraie famille. Le déménagement a été mouvementé, comme tous les déménagements. Les déménageurs, les cartons, les meubles, les disputes sur où mettre quoi. J'ai eu une chambre au rez-de-chaussée. Spacieuse, lumineuse, avec sa propre salle de bain. Noël l'appelait l'aile de papy, et disait que je serais plus à l'aise sans avoir à monter les escaliers. Attentionné, peut-être, mais je réalise maintenant qu'ils avaient prévu dès le début de me tenir à l'écart de leur partie de la maison. Les premiers jours furent remplis d'une excitation joyeuse. Nous dînions ensemble, discutions des plans d'aménagement. Même les petits-enfants semblaient se dégeler et me parlaient occasionnellement. J'aidais pour les petites réparations. Françoise cuisinait mes plats préférés. Noël me demandait mon avis sur le jardin. C'était idyllique. Mais après environ une semaine, j'ai remarqué un changement. D'abord, on a cessé de m'inviter au dîner de famille. Françoise apportait la nourriture dans ma chambre, expliquant que les enfants devaient préparer leurs leçons à table. Puis Noël s'est agacé quand je suis sorti dans le jardin alors que les enfants y étaient. Il a dit que je dérangeais leur jeu. Et quand j'ai proposé d'aider à réparer un robinet qui fuyait dans la cuisine, il a dit qu'il pouvait le faire lui-même et que je ne devais pas me mêler de leurs affaires. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue du déménagement, du stress du changement. J'ai essayé d'être utile, mais discret. J'ai essayé de ne pas m'offusquer des paroles dures et des regards froids, mais chaque jour, il devenait de plus en plus évident qu'ils n'étaient pas heureux de m'avoir dans la maison que je leur avais achetée. Un soir, j'ai surpris une conversation entre Françoise et Noël. Ils ne savaient pas que j'étais revenu de ma promenade et que je me tenais dans le couloir. Il est toujours là, a dit Noël d'un ton irrité, à regarder, à critiquer, à donner son avis. J'ai l'impression d'être sous un microscope. Que suggères-tu? La voix de Françoise semblait fatiguée. C'est sa maison aussi. Non, c'est notre maison. C'est ce qui est écrit sur les documents qu'il a signés lui-même. À ces mots, je me suis levé doucement, sentant un frisson me parcourir l'échine. Quelque chose me disait que ce n'était que le début des ennuis. 2 semaines après mon emménagement, Françoise a annoncé qu'elle voulait organiser une pendaison de crémaillère officielle. Inviter des amis, des collègues, des voisins, pour que tout le monde puisse admirer notre nouvelle maison. J'ai soutenu l'idée avec enthousiasme. Après tout, j'avais de quoi être fier. La maison était vraiment luxueuse, surtout après que nous ayons acheté de nouveaux meubles et changé les rideaux. Papa, ça te dérange si on la programme pour samedi prochain? A demandé Françoise au petit déjeuner. Noël a justement son jour de congé et les enfants n'ont rien de prévu. Bien sûr, ma chérie. Est-ce que je peux aider en quoi que ce soit? Pas besoin. Noël est rapidement intervenu. Nous allons tout organiser. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être beau et de sourire aux invités. Son ton semblait condescendant, mais je n'ai rien dit. J'essayais de ne pas réagir à de telles futilités ces derniers jours, pour ne pas exacerber l'atmosphère déjà tendue.
Les préparatifs pour la pendaison de crémaillère battaient leur plein. Françoise commandait de la nourriture au service traiteur. Noël compilait la liste des invités et achetait de l'alcool. Même les petits-enfants étaient impliqués. Ambre aidait à décorer la maison et Clovis était en charge de la musique. Moi, par contre, j'étais soigneusement tenu à l'écart. C'est pour ton bien, papa, a dit Françoise quand j'ai proposé mon aide. Two boys conserve tes forces. Je me sentais indésirable dans ma propre maison, mais je me consolais en pensant que les choses s'amélioreraient après la fête. Le jour de la fête, je me suis réveillé tôt, plein d'anticipation. J'ai mis mon plus beau costume, celui bleu foncé qu'Elisabeth m'avait offert pour mon 70e anniversaire. Je me suis coiffé, je me suis même aspergé d'eau de Cologne, celle que je gardais pour les grandes occasions. Quand je suis sorti de ma chambre, la maison bourdonnait comme une ruche. Les traiteurs installaient les tables et disposaient les hors-d'œuvre. Noël donnait des ordres, et Françoise courait partout avec des fleurs et des bougies. J'ai essayé de proposer mon aide, mais Noël m'a simplement fait signe de m'éloigner. Alphonse, tu ne feras que nous gêner. Tu ferais mieux d'aller dans ta chambre, et nous t'appellerons quand tout sera prêt. Frustré, je suis retourné dans ma chambre et j'y ai passé quelques heures, feuilletant un vieil album photo et me remémorant l'époque où ma petite Françoise me regardait avec adoration au lieu d'une irritation mal dissimulée. Les invités ont commencé à arriver vers 18h. Je suis sorti pour les accueillir, me tenant à côté de Françoise et Noël, serrant des mains, souriant, mais me sentant comme un figurant à la fête de quelqu'un d'autre. Aucun des invités n'était mes amis ou mes connaissances. Tous étaient des collègues de Françoise et Noël, leurs amis, les parents des camarades de classe de Clovis et Ambre. L'un des invités, un homme de mon âge, s'est intéressé à l'histoire de la maison et m'a demandé depuis combien de temps elle était dans notre famille. « Oh, c'est une nouvelle acquisition », ai-je répondu fièrement. « Je l'ai achetée récemment pour que nous puissions tous vivre ensemble. »« Vous l'avez achetée » a interrompu l'homme, jetant un coup d'œil à Noël, qui se tenait à côté de moi, visiblement tendu. « Eh bien, techniquement, c'est la maison de ma femme et la mienne », a rapidement interjeté Noël, posant sa main sur mon épaule et la serrant un peu plus fort que nécessaire. Mon beau-père a aidé avec la compte, et nous lui en sommes très reconnaissants. N'est-ce pas, Alphonse? J'étais embarrassé par ce mensonge flagrant, mais je ne voulais pas faire de scène devant les invités, alors j'ai simplement hoché la tête. Noël m'a immédiatement tiré à part et a sifflé. N'ose pas dire à tout le monde que tu as acheté cette maison. Les gens vont commencer à poser des questions et ça va nous mettre dans l'embarras. Mais c'est la vérité, ai-je objecté. Keljean, je suis fier de pouvoir offrir à ma famille une maison comme celle-ci. C'est exactement ce que je dis. Noël a secoué la tête. Tu m'humilies devant mes amis, en montrant que je ne suis pas capable d'acheter une maison pour ma famille par moi-même. Je ne voulais pas. Contente-toi de t'y. Il m'a coupé la parole et s'est éloigné, me laissant seul avec une boule amère dans la gorge. La soirée a continué. Tout le monde s'amusait, buvait, mangeait, dansait. Je me sentais de plus en plus seul et indésirable. À un moment donné, fatigué du bruit et des faux sourires, j'ai décidé d'aller dans ma chambre pour un moment. Assis sur mon lit, je réfléchissais au fait que l'idée de la cohabitation n'était peut-être pas si bonne. Peut-être avions-nous tous besoin de plus d'intimité. Peut-être devrions-nous vendre cette maison et en acheter deux plus petites, une pour moi et une pour eux. On a frappé à la porte et, sans attendre de réponse, Françoise et Noël sont entrés. À l'expression de leur visage, j'ai su que la conversation ne serait pas agréable. « Papa, il faut qu'on parle », a commencé Françoise, s'asseyant sur le bord du lit. Noël est resté debout, les bras croisés sur la poitrine. « Bien sûr, ma chérie. Quelque chose ne va pas. Nous y pensons depuis un moment, et nous avons décidé qu'il serait préférable que tu vives ailleurs, a-t-elle lâché, regardant au-delà de moi. Quoi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Mais nous venons juste d'emménager. J'ai acheté cette maison pour que nous puissions vivre ensemble. Le fait est, Alphonse, a interjeté Noël. Ta présence cause certaines difficultés à notre famille. Quel genre de difficultés? J'ai senti le sang me monter au visage. J'essaie de ne déranger personne. Je reste principalement dans ma chambre. Ce n'est pas seulement ça. Françoise tiraillait la manche de son chemisier, sans me regarder dans les yeux. Les enfants se plaignent qu'ils ne se sentent pas à l'aise d'inviter des amis quand tu es toujours là à les surveiller. Et Noël et moi ne pouvons pas nous détendre en sachant que tu pourrais sortir à tout moment. Et tu sais? Non, je ne sais pas. Je commençais à m'énerver. C'est ma maison. J'ai payé de mon argent pour l'avoir. Techniquement, Noël a insisté sur le mot. C'est celle de Françoise et la mienne. C'est ce qui est écrit sur l'acte que tu as signé. Mais c'était une formalité. Nous avions un accord. Nous sommes reconnaissants pour ton cadeau. Noël m'a interrompu, sa voix se durcissant.
Mais c'est notre maison maintenant, et nous décidons qui y vit. J'ai regardé ma fille, m'attendant à ce qu'elle prenne ma défense, qu'elle dise quelque chose pour moi. Mais Françoise a seulement baissé les yeux, coupable, et a dit doucement, « Je suis désolé, papa. Nous pensons que tu serais mieux dans une maison de retraite. Ils prendront mieux soin de toi là-bas que nous ne le pouvons. » Une maison de retraite? Je n'en croyais pas mes oreilles. Vous me mettez dans une maison de retraite depuis la maison que j'ai achetée? Ne sois pas si dramatique, Alphonse, a dit Noël avec un rictus. Ce n'est pas si mal là-bas, et ce n'est pas pour toujours. Peut-être avec le temps. Dehors. J'ai bondi du lit, les mains tremblantes de colère et de ressentiment. Sortez de ma chambre, maintenant. Ils se sont regardés, et quelque chose ressemblant à de la peur a traversé leur visage. Mais ensuite, Noël s'est redressé et a dit froidement, « Tu ne comprends pas la situation, Alphonse. Ce n'est plus ta chambre. C'est notre maison et nous te demandons de la quitter ce soir. » Ce soir? J'étais absurde. Mais nous avons des invités. C'est exactement pour ça. Noël a hoché la tête. Tout le monde est occupé, donc personne ne remarquera ton départ, et il n'y aura pas de questions gênantes. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai senti ma gorge se serrer et mes yeux commencer à piquer. Françoise, dis quelque chose. Je suis ton père. Ma fille s'est levée et s'est dirigée vers la porte où se tenait Noël. Papa, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Nous avons déjà pris notre décision. Reprends-toi et pars gentiment. Gentlemen? J'ai ri amèrement. Dans votre esprit, gentiment signifie mettre votre père de 74 ans à la rue pendant une fête dans la maison qu'il a achetée. Tu as dit que tu l'avais achetée pour nous. Françoise a haussé les épaules, et il n'y avait aucune trace de remords dans sa voix. Eh bien, merci pour la maison. Nous l'adorons. Mais toi, nous n'avons plus besoin de toi. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai regardé ma fille, la femme que j'avais élevée avec amour, celle pour qui j'avais toujours été prêt à donner mon dernier sou, et je ne la reconnaissais pas. Devant moi se tenait une étrangère, une femme froide avec le visage de ma Françoise. Je te donne 1 heure, a dit Noël en regardant sa montre. Ensuite, je reviendrai vérifier que tu as fait tes bagages. Et ne fais pas d'hystérie devant les invités. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Ils sont sortis, me laissant seul dans une chambre qui était la mienne le matin même, mais qui était soudainement devenue celle de quelqu'un d'autre. Je suis resté assis, abasourdi par la trahison, incapable de croire ce qui se passait. Était-ce vraiment ma fille qui venait de me dire qu'elle n'avait plus besoin de moi? M'expulsait-il vraiment de ma propre maison? J'ai essayé de rassembler mes pensées. Peut-être était-ce une sorte de malentendu. Peut-être avait-il simplement trop bu à la fête. Mais au fond de moi, je savais que c'était sérieux. Il planifiait cela depuis longtemps, depuis le tout début. Peut-être même avant que je ne propose d'acheter la maison. Ils attendaient juste le bon moment. Machinalement, j'ai commencé à mettre des affaires dans la valise que je n'avais pas encore eu le temps de défaire complètement depuis mon emménagement. Vêtements, articles de toilette, médicaments. Albums photos. Quoi d'autre? J'ai regardé autour de moi dans la pièce, essayant de décider quoi emporter et quoi laisser derrière. La prise de conscience que je devais faire tenir toute ma vie dans une seule valise était insupportable. Alors que j'avais presque fini de faire mes bagages, la porte s'est ouverte sans qu'on frappe. Clovis et Ambre, mes petits-enfants, se tenaient sur le seuil. Je pouvais dire à leur sourire narquois qu'ils savaient ce qui se passait. Papy fait ses valises? A gloussé Ambre, mâchant son chewing-gum avec défi. N'oublie pas tes pilules et tes couches. Et ne pense pas à emporter quoi que ce soit de la maison, a ajouté Clovis, croisant les bras sur sa poitrine comme son père. Maman a dit que tu ne pouvais prendre que tes affaires personnelles. Je les ai regardés et je ne les ai pas reconnus. Quand ces enfants que j'aimais tant étaient-ils devenus des personnes si insensibles et cruelles? Qui leur avait appris à traiter les personnes âgées de cette façon? Votre mère sait que vous êtes là? Ai-je demandé, en essayant de garder ma dignité. Pourquoi? Tu vas te plaindre? Sorry Clovis. Elle est occupée avec les invités. On a pensé qu'on allait vérifier si tu n'emportais rien de trop. Sortez, maintenant. Ma voix tremblait de ressentiment et de colère. Je ne suis pas assez sans défense pour tolérer une telle attitude de la part de mes propres petits-enfants. Waouh, papy est en colère. Ambre a fait une grimace effrayée puis a ri. D'accord, on s'en va. Dépêche-toi juste. Papa a dit qu'il t'avait appelé un taxi. Il sera là dans 15 minutes. Ils sont partis, laissant la porte ouverte, et je pouvais les entendre rire dans le couloir. Noël a tenu sa parole. Il s'est présenté à la porte exactement 1 heure plus tard. Tu es prêt? A-t-il demandé d'un ton professionnel, comme si je partais en vacances et non pas chassé de ma propre maison. Et si je ne le suis pas? J'ai essayé de trouver un peu de sympathie dans ses yeux, mais tout ce que j'ai vu, c'est un calcul froid. Alors je devrais demander à certains invités de t'aider.
pour accélérer le processus. Il a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Je suis sûr que tu ne veux pas d'humiliation publique. J'ai fermé ma valise en silence. Il valait mieux partir avec une certaine dignité que d'être jeté dehors devant des étrangers. The taxi attend. Noël a jeté un coup d'œil à sa montre. Je vais t'accompagner jusqu'à la porte. Et Françoise? J'espérais encore que ma fille reviendrait à la raison, que ce n'était qu'un cruel malentendu. Elle est occupée avec ses invités, a dit Noël, et il ne faut pas la déranger. Elle est déjà assez contrariée par cette situation. Je voulais dire autre chose, mais j'ai réalisé que c'était inutile. J'ai pris ma valise et j'ai suivi Noël. En passant devant le salon où les invités s'amusaient, j'ai vu Françoise. Elle riait à la blague de quelqu'un, une coupe de champagne à la main. Nos regards se sont croisés, et pendant un instant, son sourire s'est estompé, mais ensuite elle s'est détournée et a continué la conversation comme si elle ne m'avait pas remarqué. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai senti quelque chose se briser complètement en moi. Ma fille, ma chair et mon sang, ne m'avaient pas seulement mis à la porte. Elle n'avait même pas trouvé la force de me dire au revoir. Noël a ouvert la porte d'entrée, et je suis sorti dans la fraîcheur du soir. Il y avait effectivement un taxi au bord du trottoir. Où je vous emmène? A demandé le chauffeur alors que je montais à l'arrière. J'ai réalisé que je ne connaissais pas la réponse à cette question. Je n'avais plus de maison. Un hôtel dans le coin? Ai-je dit, sentant les larmes traîtresses me monter aux yeux. Le taxi a démarré et j'ai regardé en arrière la maison que je pensais posséder ce matin-là. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir la fête. Les gens dansaient, riaient, levaient leurs verres. Aucun d'eux n'avait même remarqué que le propriétaire de la maison, celui qui avait payé pour toute cette splendeur, venait d'être banni comme un objet indésirable. À ce moment-là, je me suis juré que je ne les laisserais plus jamais m'utiliser. Plus jamais je ne tendrais la main à ceux qui m'avaient si impitoyablement repoussé, même s'ils me suppliaient, même si leur vie en dépendait. L'hôtel de la baie ne tenait pas ses promesses. Ma fenêtre ne donnait pas sur la baie, mais sur le mur de briques du bâtiment voisin. Une chambre exiguë avec un lit défoncé, une lampe faible et un climatiseur bruyant est devenue ma maison. Pendant les 3 premiers jours de mon exil, je ne suis pratiquement pas sorti. Je me suis nourri de chips et de chocolat du distributeur automatique dans le couloir et je n'ai pas répondu au téléphone. Je n'ai pas reçu beaucoup d'appels, cependant. Ce n'est que le 4e jour que je me suis forcé à sortir en ville et à commencer à chercher un logement plus permanent. Port-Fleuri, qui avait toujours été pour moi un lieu familier et chaleureux, me semblait maintenant étranger et hostile. J'errais dans les rues, regardant les annonces d'appartements et me sentant comme un réfugié dans ma propre ville. Le soir, j'ai réussi à trouver un petit appartement dans une vieille maison en périphérie. Une pièce, une minuscule cuisine et une salle de bain avec un robinet qui goutte. Le propriétaire, comprenant que j'étais un retraité, a immédiatement exigé 3 mois de loyer d'avance. J'ai payé, bien que ce fût un coup dur pour mes économies restantes. J'ai passé la première nuit dans mon nouveau logement, assis sur le rebord de la fenêtre et regardant la rue déserte. Je ne pouvais pas dormir. Mon esprit était envahi de fragments de phrases que Françoise et Noël avaient dites. Nous n'avons plus besoin de toi. Merci pour la maison. Tu seras mieux dans une maison de retraite. Comment a-t-elle pu? Comment ma petite fille, celle que je portais dans mes bras, celle à qui je lisais des histoires avant de dormir, celle pour qui j'étais prêt à tout abandonner, s'est-elle transformée en cette créature insensible et calculatrice? Quand est-ce arrivé? Et surtout, pourquoi ne l'ai-je pas remarqué? J'ai passé les jours suivants à essayer d'établir un semblant de vie normale. J'ai acheté de la vaisselle, du linge de maison, quelques livres dans une bouquinerie. J'ai sorti du garde-meuble les affaires qui ne rentraient pas dans ma valise cette nuit fatidique. J'ai trouvé le supermarché et la pharmacie les plus proches. La vie reprenait lentement son cours, mais il n'y avait pas une once de joie. Françoise n'a pas appelé. Je ne m'y attendais pas, pour être honnête. La fierté ne me permettait pas de faire le premier pas. Bien que parfois, surtout la nuit, je désirais désespérément entendre sa voix, pour être sûr que tout cela n'était qu'une horrible erreur. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une erreur. C'était leur vrai visage, qu'ils ne sentaient plus le besoin de cacher. Un matin, une semaine ou 2 après mon emménagement, je suis allé au parc. C'était le début de l'automne. Les feuilles commençaient à peine à jaunir et le soleil réchauffait encore l'été. J'étais assis sur un banc à regarder les enfants jouer sur l'aire de jeu et soudain, j'ai entendu une voix familière. Alphonse. Alphonse Dubois. Je n'y crois pas. Je me suis retourné et j'ai vu Walter Perrin, mon vieil ami et collègue, que je n'avais pas vu depuis 3 ans, depuis les funérailles d'Elisabeth. Walter avait peu changé, la même silhouette trapue, une barbe grise sur le menton et des yeux vifs sous des sourcils broussailleux. Walter? J'ai senti quelque chose de chaud s'agiter dans ma poitrine.
Qu'est-ce que tu fais ici? J'habite à côté, je promène mon arthrite. Il a souri en s'asseyant à côté de moi. Et toi, comment vas-tu? Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Je voulais dire quelque chose de neutre, le ça va où? Tranquillement habituel. Mais au lieu de cela, j'ai senti ma gorge se serrer et les larmes me monter aux yeux. Et à ma propre horreur, j'ai fondu en larmes, là, sur le banc du parc, comme un petit enfant. Walter n'a posé aucune question. Il est juste resté là, la main sur mon épaule, pendant que j'étouffais entre les mots et les larmes, lui racontant toute l'histoire. De l'idée d'acheter la maison à l'expulsion honteuse le jour de la pendaison de crémaillère. C'est salaud, c'est tout ce qu'il a dit quand j'ai eu fini. Je suis désolé, Alphonse. Je sais que c'est ta fille, mais ça ne se fait pas. C'est de ma faute. J'ai secoué la tête. J'ai cru qu'ils voulaient de moi, pas de mon argent. Je leur ai tout donné. Ce n'est pas ta faute si tu aimais ta fille et que tu voulais l'aider, a argumenté Walter. C'est leur faute d'en avoir profité. Nous sommes restés dans le parc jusqu'au soir. Walter m'a raconté qu'il avait pris sa retraite il y a 2 ans, qu'il était veuf à peu près en même temps que moi, et qu'il passait maintenant ses journées avec les mêmes vieillards au club de belote local. « Pourquoi tu bois du noir tout seul ?» m'a-t-il demandé. « Viens à notre club. On s'assoira, on jouera aux cartes et on discutera. C'est mieux que de regarder les murs chez toi. » Je voulais refuser. Je n'avais pas le temps de m'amuser, mais quelque chose dans sa participation sincère m'a touché et j'ai accepté. Le club de belote s'est avéré être une petite salle dans le centre de loisirs local pour les retraités. 5 tables, des cartes usées, une bouilloire d'eau chaude et un groupe de vieillards comme moi. Ils m'ont accepté sans poser de questions, comme si j'avais toujours fait partie de leur compagnie. Et progressivement, jour après jour, j'ai commencé à me dégeler. J'ai recommencé à remarquer que le soleil brillait, que les feuilles jaunissaient, que la vie continuait malgré tout. Walter est devenu un visiteur fréquent, et je suis devenu le sien. Nous nous remémorions notre jeunesse, discutions des nouvelles et allions parfois au bistrot pour une pinte. Petit à petit, je lui ai raconté tous les détails de mon histoire, y compris l'aspect financier. Attends une minute. Walter a froncé les sourcils un jour où j'ai mentionné le nom de la société par laquelle j'avais acheté la maison, Domaine d'Avenir. J'ai lu quelque chose à leur sujet dans le journal l'autre jour. Quelque chose de mauvais. Il a promis de se renseigner et est revenu le lendemain avec le journal à la main. Tiens, regarde. Il a déplié le journal et a pointé du doigt un petit article. Domaine d'Avenir fait l'objet d'une enquête pour des montages immobiliers frauduleux. J'ai lu l'article et un frisson m'a parcouru. La société par laquelle j'achetais la maison était accusée d'une série d'escroqueries. Ils vendaient des biens pour lesquels ils n'avaient pas tous les droits. Ils falsifiaient des documents et dissimulaient des informations sur des problèmes juridiques liés à la propriété. Tu penses que je suis aussi? Je ne pouvais pas dire le mot arnaqué. Ce serait trop. Trompé par sa fille. Trompé par des agents immobiliers. C'est trop pour un vieil homme. Nous devrions vérifier ça, a dit Walter fermement. J'ai un neveu qui est avocat. C'est un bon gars. Il connaît son métier. Pourquoi je ne lui en parlerai pas? Le lendemain, nous avons rencontré Étienne, le neveu de Walter, un jeune homme d'une trentaine d'années en costume strict et avec un regard attentif. Il a écouté mon histoire, a posé quelques questions de clarification et a demandé à voir tous les documents relatifs à l'achat de la maison. Je vais devoir faire des recherches, vérifier l'enregistrement du titre de propriété, l'historique de la propriété, a-t-il dit en parcourant les papiers. Cela prendra un certain temps. Mais monsieur Dubois, d'après ce que je vois pour l'instant, vous pourriez avoir de vrais problèmes. Cette société a utilisé un schéma typique. Ils vendaient des biens immobiliers qui étaient gagés auprès des banques ou grevés de charges. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ai-je demandé, sentant mes entrailles se nouer à l'anticipation de nouveaux ennuis. S'il est confirmé que la vente était illégale, le contrat de vente peut être reconnu comme invalide. Dans ce cas, vous avez le droit de demander un remboursement au vendeur. Mais il y a un problème. La société a déjà déclaré faillite et de nombreuses victimes ont peu de chances de recevoir une indemnisation complète. Et la maison? Que arrivera-t-il à la maison s'il s'avère que les propriétaires actuels n'ont pas consenti à la vente ou qu'il y a une charge sur la maison qui n'a pas été divulguée lors de la transaction? La maison pourrait être saisie en faveur des propriétaires légitimes ou des créanciers. Je suis resté abasourdi par cette information. Donc, non seulement je perdais de l'argent, mais Françoise et Noël pourraient perdre la maison. Étrangement, cette pensée ne m'a pas apporté la satisfaction attendue, seulement de l'amertume et de la fatigue. Je prends l'affaire, a dit Étienne en rassemblant les papiers. Mais je dois vous avertir, le processus peut être long et ne pas nécessairement se terminer en votre faveur. J'ai passé les jours suivants dans une attente anxieuse. Étienne a appelé plusieurs fois pour m'informer de l'avancement de l'enquête, mais il n'y avait pas de résultat concret.
J'ai essayé de me distraire en allant au club, en me promenant avec Walter, en prenant même un cours d'informatique à la bibliothèque locale, mais mes pensées revenaient sans cesse à la maison et à la trahison de ma fille. Et puis, exactement 7 jours après ma rencontre avec Étienne, il s'est passé quelque chose que j'attendais et redoutais à la fois. Mon téléphone a sonné et le nom de Françoise est apparu à l'écran. J'ai fixé l'écran un long moment, hésitant à répondre. Une partie de moi voulait jeter le téléphone contre le mur, mais l'autre partie, celle qui se souvenait encore de la petite fille aux nattes qui m'appelait le meilleur papa du monde, m'a fait appuyer sur le bouton de réponse. « Papa !» La voix de Françoise semblait effrayée et brisée, comme si elle pleurait. « Papa, tu es là ?»« Oui », ai-je répondu sèchement, en essayant de ne pas laisser ma voix trahir la tempête d'émotions qui m'agitait. « Papa, on a des ennuis. » Elle a sangloté. « On se fait expulser de la maison. Des gens avec des documents sont venus. Ils disent que la maison a été vendue illégalement, que les vrais propriétaires exigent de quitter les lieux. Papa, on ne sait pas quoi faire. » J'étais silencieux, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Donc Étienne avait raison. La maison avait bien été vendue illégalement. Papa, tu m'écoutes? La voix de Françoise avait une note d'irritation. On nous a donné 3 jours pour partir. 3 jours. Où allons-nous aller avec les enfants? Qu'est-ce que Noël en dit? Ai-je demandé, surpris de mon propre calme. Il est en panique. Il dit que c'est une sorte d'erreur, qu'il va porter plainte, mais on n'a pas d'argent pour un bon avocat. Papa, tu dois nous aider. Devoir. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Après tout ce qu'ils ont fait, elle dit que je leur dois quelque chose. Que puis-je faire exactement pour aider Françoise? Ai-je demandé. Et ma voix sonnait comme celle d'un étranger. De l'argent, bien sûr. Il y avait quelque chose d'exigeant dans son ton. Nous devons louer un endroit, engager un avocat, et aussi, peut-être que tu pourrais parler à ces gens. Tu t'y connais en immobilier. Tu as the relations. Je l'écoutais et je n'en croyais pas mes oreilles. Pas un mot d'excuse, pas un soupçon de remords, juste des exigences et l'attente que je vienne, comme toujours, à la rescousse. Françoise, ai-je dit lentement, sentant une vague de colère monter en moi. Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour de la pendaison de crémaillère? Quoi? Elle semblait confuse. Que voulais-tu dire? Tu as dit, merci pour la maison, mais nous n'avons plus besoin de toi. Tu te souviens? Papa, ce n'est pas le moment de ressasser de vieilles rancunes. Elle avait l'air hystérique. Nous sommes au milieu d'un désastre. Vous avez un désastre? J'ai senti quelque chose se briser en moi. Et quand vous m'avez mis à la porte de la maison que j'ai achetée avec mon propre argent, ce n'était pas un désastre. Quand j'ai dormi dans un hôtel bon marché, ne sachant pas où aller, ce n'était pas un désastre. Papa, SILT plate. Non, Françoise. Maintenant, c'est toi qui m'écoutes, ai-je dit doucement mais fermement. Je vous ai acheté la maison parce que je vous aimais. Je voulais être près de ma famille. Et vous? Vous m'avez simplement utilisé. Vous avez pris ce que vous vouliez et ensuite vous l'avez jeté comme si ce n'était rien. On a eu tort, a-t-elle dit précipitamment. On est désolé. Vraiment. Mais on a besoin de ton aide maintenant. On est une famille, papa. Famille? J'ai souri amèrement. Non, Françoise. Une famille ne fait pas ce que vous avez fait. Une famille ne met pas son père à la porte le jour de la pendaison de crémaillère. Une famille ne dit pas, nous n'avons plus besoin de toi. Qu'est-ce que tu dis? Sa voix tremblait. Ce que je dis, ai-je dit lentement et clairement, c'est que vous m'avez appris une leçon précieuse, et je l'ai apprise. Vous m'avez appris que la famille est un mot vide de sens quand il s'agit d'argent et de profit. Vous m'avez appris qu'on ne peut pas faire confiance même aux personnes les plus proches. Et tu sais quoi? Je suis reconnaissant pour cette leçon. Elle m'a ouvert les yeux. Papa, tu ne peux pas dire ça. On est désespéré. Où est-ce qu'on est censé aller avec les enfants? Où étais-je censé aller quand vous m'avez mis à la porte? Ai-je demandé. Y aviez-vous pensé? Il y a eu un silence au bout du fil, puis j'ai entendu la voix étouffée de Noël. Donne-moi le téléphone. Alphonse. Sa voix semblait tendue. Écoute, je comprends que tu sois contrarié et que nous ayons eu tort, mais ce n'est pas le moment d'avoir des ressentiments. Nous avons de sérieux problèmes et nous avons besoin de ton aide. Non, ai-je dit calmement. Vous m'avez dit que la maison était la vôtre maintenant et que vous n'aviez plus besoin de moi. Eh bien, la maison n'est plus la vôtre et vous n'avez toujours pas besoin de moi. Vous vous occupez de vos propres problèmes. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-il crié. Et les enfants? Ce sont tes petits-enfants. Mes petits-enfants? Je me suis souvenu des moqueries de Clovis et Ambre quand je faisais mes valises. Non, Noël. Ce sont vos enfants. Vous les avez élevés. Vous êtes responsable d'eux. C'est ton dernier mot? Je pouvais entendre la fureur dans sa voix. Oui, ai-je dit fermement.
C'est mon dernier mot. J'ai appuyé sur le bouton de déconnexion et je suis resté assis un moment, fixant l'écran éteint du téléphone. Étrangement, je ne ressentais ni jubilation ni satisfaction, seulement de la fatigue et du vide. Le téléphone a de nouveau sonné. Françoise. Je n'ai pas répondu. Puis il a sonné encore et encore. Après la 5e sonnerie, je l'ai mis en sourdine et je l'ai posé sur la table. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé longtemps la rue, éclairée par les lumières du soir. Quelque part là-bas, dans la grande maison que j'avais achetée avec mon propre argent, ma fille et sa famille faisaient leurs bagages, se préparant à déménager. Étais-je censé ressentir de la pitié? Probablement. Mais ce n'était pas le cas. Peut-être avait-il eu raison de me mettre à la porte. Peut-être étais-je vraiment devenu un vieil homme insensible, incapable d'empathie. Ou peut-être étaient-ils ceux qui m'avaient rendu ainsi. Le téléphone sur le bureau a de nouveau vibré. Un message est arrivé. Je ne me suis pas donné la peine de le lire. Quoi que ce soit, des supplications, des menaces, des accusations, je savais que je ne changerais pas d'avis. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Libre des illusions, des obligations, des faux espoirs. Il n'avait plus de pouvoir sur moi. Je me suis fait un thé, j'ai allumé la radio et je me suis assis dans le vieux fauteuil en écoutant du jazz. Demain, je devrais appeler Étienne, obtenir les détails de la situation de la maison. Peut-être y a-t-il une chance de récupérer au moins une partie de l'argent. Et sinon, eh bien, j'avais traversé pire. Le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Walter. J'ai répondu. Alphonse, comment vas-tu? Je viens d'apprendre la nouvelle à propos de Domaine d'Avenir. Ils ont commencé le processus d'expulsion de tous ceux qui ont acheté des propriétés en difficulté chez eux. Je sais, ai-je dit. Françoise vient d'appeler, a demandé de l'aide. Et Walter semblait inquiet. J'ai dit non. Il y a eu une pause et j'ai attendu un jugement, une exhortation, un rappel que le sang n'est pas de l'eau. Mais au lieu de cela, Walter a simplement dit, je comprends. Tu veux que je passe? S'asseoir et prendre un verre. Viens, ai-je dit, sentant la tension des dernières heures commencer à se relâcher. Mais ne me parle pas de valeurs familiales. Je suis allergique au sujet. D'accord. Walter Surrey. Je serai là dans 20 minutes. Et Alphonse, tu as bien fait. Tu ne peux pas laisser les gens profiter de toi, même si c'est ta famille. J'ai raccroché le téléphone et je me suis adossé à mon fauteuil. Le téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Françoise. Je savais qu'il faudrait que je les lise tous tôt ou tard, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais juste m'asseoir en silence, boire du thé et écouter du jazz, sans penser à la trahison et à la douleur. Walter n'est pas resté tard. À notre âge, se coucher tôt n'est plus un bonheur, mais une nécessité. Après son départ, je suis resté assis dans le fauteuil un moment, pensant à l'appel de Françoise et à ma réaction. Avais-je été trop dur? Était-ce le ressentiment plutôt que le bon sens qui parlait en moi? Mais dès que je repensais à la nuit où j'avais été mis à la porte de ma propre maison, les doutes se dissipaient. Il n'avait montré aucune pitié quand j'étais en difficulté. Pourquoi devrais-je montrer de la pitié quand ils étaient en difficulté? J'ai décidé de lire les messages de Françoise après tout. Il y en avait 5. Papa, SILT plate, rappelle-moi. C'est très important. Nous sommes vraiment désespérés. Nous n'avons nulle part où aller. Noël dit qu'il va poursuivre les vendeurs, mais ça prendra du temps. Nous avons besoin d'aide maintenant. Papa, les enfants demandent pourquoi papy ne nous aide pas. Qu'est-ce que je dois leur dire? Et le dernier, envoyé après minuit. Si tu ne veux pas me parler, dis-moi au moins où tu habites. On pourrait passer, parler en personne. J'ai souri. Savoir où j'habitais? Pourquoi faire? Débarquer à l'improviste et me faire pitié en personne ou avoir un terrain de repli en cas d'expulsion. Non, ça n'arrivera pas. Le matin, le téléphone m'a réveillé avec un autre appel de Françoise. Je n'ai pas répondu à nouveau. Puis Étienne, le neveu de Walter, a appelé et a suggéré que nous nous rencontrions. Il avait des nouvelles de mon affaire. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café non loin de mon appartement. Étienne avait l'air sérieux, mais pas sombre, ce que j'ai considéré comme un bon signe. J'ai étudié tous les documents et fait des recherches, a-t-il dit alors que nous nous asseyions à une table dans le coin. La situation est difficile, mais pas désespérée. Parlez-moi franchement, ai-je demandé. Qu'en est-il de la maison et de mon argent? La maison a été vendue illégalement. Étienne a étalé quelques papiers sur la table. Domaine d'Avenir n'avait pas tous les droits sur la propriété. La maison était hypothéquée à la banque sur le prêt de l'ancien propriétaire, qui n'avait pas été entièrement remboursé. De plus, il y avait des charges supplémentaires sur la maison dont on ne vous a pas parlé lors de l'achat. Alors, maintenant, la banque a entamé une procédure de saisie. Votre fille et votre gendre,
en tant que propriétaires actuels sur l'acte, ont reçu un avis d'expulsion. On leur a donné un certain temps pour quitter les lieux. Et mon argent? C'est là que ça devient intéressant, a dit Étienne, revitalisé. Comme vous avez été trompé lors de l'achat de la propriété, vous n'avez pas été informé des charges importantes sur la propriété. Vous avez le droit de demander un remboursement au vendeur, c'est-à-dire à Domaine d'Avenir. Mais ils sont en faillite, lui ai-je rappelé. Techniquement, oui. Mais j'ai creusé plus profondément et j'ai découvert que les directeurs de la société avaient retiré des fonds substantiels avant de déclarer faillite. C'est de la fraude. La police enquête maintenant, et il y a de bonnes chances que les actifs soient saisis et utilisés pour indemniser les victimes. À quel point? Assez bonne pour entamer une action en justice. Étienne m'a tendu un autre papier. J'ai préparé une plainte en votre nom. Si vous la signez, nous pouvons la déposer aujourd'hui. J'ai lu le document attentivement. Tout était bien écrit et clair, même pour moi qui suis loin des subtilités juridiques. Et Françoise et Noël? Ai-je demandé, levant les yeux du papier. Peuvent-ils aussi réclamer une indemnisation? Étienne secoue la tête. C'est bien ça le problème. Non, vous êtes l'acheteur sur l'acte, mais ils sont les propriétaires. Vous pouvez réclamer votre argent en tant que victime de fraude. Ils ne peuvent que contester l'expulsion, mais les chances de succès sont minimes étant donné que la banque a le plein droit de saisir. Donc, je pourrais récupérer mon argent et il se retrouverait sans rien. Ai-je clarifié, ressentant un étrange mélange d'émotions. Théoriquement, oui, a hoché la tête Étienne. Mais vous devez comprendre que le processus de récupération de votre argent peut être long et il n'est pas certain que nous puissions récupérer la totalité du montant. J'ai signé la plainte et quelques autres documents qu'Étienne avait préparés. Nous avons convenu qu'il me tiendrait informé de l'évolution des choses et nous nous sommes séparés. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à ce que j'avais appris. Ce qui était étrange, c'est que j'aurais dû ressentir de la jubilation ou au moins de la satisfaction que justice soit faite. Françoise et Noël, qui m'avaient mis à la porte de la maison que j'avais achetée, se retrouvaient maintenant à la rue. Je pourrais récupérer mon argent, et ils n'auraient rien. La vengeance parfaite dont je n'avais jamais rêvé. Mais au lieu de la jubilation, tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue et du vide. C'était comme si toute cette histoire avait aspiré toute l'émotion en moi, ne laissant qu'une indifférence morte. C'est peut-être pour ça que, quand on a frappé à la porte ce soir-là, j'ai ouvert sans même demander qui c'était. Françoise se tenait sur le seuil. Elle avait l'air hagard, des cernes sous les yeux, le visage pâle, les cheveux en désordre. Elle tenait un petit sac. « Papa » a-t-elle soufflé, visiblement soulagée. « Dieu merci, je t'ai trouvé. Comment as-tu eu mon adresse » ai-je demandé, sans chercher à l'inviter à entrer. « Les voisins de ton ancienne maison. Ils t'ont vu sortir d'ici. » Elle a fait un pas en avant. « Je peux entrer ? Il faut qu'on parle. » J'ai reculé à contre-cœur, la laissant entrer dans l'appartement. Françoise a regardé autour d'elle, quelque chose de semblable à de la pitié traversant son visage. « Tu habites ici » a-t-elle demandé, l'incrédulité dans la voix. « C'est si misérable » ai-je terminé pour elle. « Oui, ce n'est pas un manoir victorien dans un quartier chic, mais il y a un toit sur la tête. »« Merci beaucoup. » Françoise était embarrassée et a baissé les yeux. « Je suis désolé. Je ne voulais pas dire ça. Peu importe. » J'ai désigné la seule chaise. « A seed's toy. » Pas de thé. Je n'attendais pas de compagnie. Elle s'est assise, serrant toujours le sac dans ses mains comme si elle avait peur de s'en séparer. « Papa, je sais que tu es en colère contre nous, » a-t-elle commencé. « Et tu as le droit de l'être. Ce que nous avons fait était horrible. Je ne sais pas ce qui nous a pris. Je suppose qu'on a juste cédé à la cupidité. Grande maison, quartier chic. On s'est sentis comme des personnes différentes et on a pensé qu'on pouvait commencer une nouvelle vie sans passé. Et j'étais une partie de ce passé, ai-je dit. Oui, a-t-elle baissé la tête. C'est impardonnable, je sais, mais nous sommes dans une situation désespérée en ce moment. On se fait expulser après-demain. On n'a pas l'argent pour louer un nouvel endroit. Noël a perdu des clients importants. Les affaires ne vont pas bien à l'entreprise. On ne sait pas où aller. Et tu es venu me voir, ai-je croisé les bras sur ma poitrine. L'homme que tu as mis à la porte de sa propre maison. Tu ne trouves pas ça ironique? Si, a-t-elle dit doucement. Mais on n'a pas le choix. Je ne demande pas pour moi, papa. Je demande pour les enfants. Ils n'ont pas d'endroit où vivre. J'ai regardé ma fille et j'ai essayé de la voir comme la petite fille que j'avais autrefois aimée plus que tout au monde. Mais tout ce que j'ai vu, c'était une femme étrange qui n'était pas venue s'excuser, mais demander de l'aide à nouveau. Que veux-tu exactement de moi, Françoise? On pourrait rester avec toi un moment. Elle a regardé la petite pièce. Je sais que c'est à l'étroit, mais ce n'est que temporaire, jusqu'à ce qu'on trouve un autre logement.
Tous les quatre, ai-je souri. Dans un studio. Noël pourrait rester chez son frère, a-t-elle dit précipitamment. Et moi et les enfants. Eh bien, on se débrouillera. Ce ne sera pas long. Je le promets. Et si je dis non? Ai-je demandé, observant sa réaction. Françoise est devenue encore plus pâle. Papa, SILT plate, any dispanon. On est vraiment désolé pour ce qu'on a fait. C'était horrible, impardonnable. Mais ne punis pas les enfants pour nos erreurs. Les enfants. Je me suis souvenu de Clovis et Ambre riant de moi quand je faisais mes valises. Les mêmes qui se sont moqués de moi quand vous m'avez mis à la porte. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils font et assez grands pour assumer la responsabilité de leurs actes. Ils ont eu tort. Françoise a baissé la tête. Mais ils ne faisaient qu'imiter Noël et moi. C'est de notre faute. Nous leur avons donné un mauvais exemple. Je suis resté silencieux, fixant la femme en face de moi. Avait-elle l'air repentante ou simplement désespérée? Difficile à dire. Probablement les deux. J'ai parlé à mon avocat aujourd'hui, ai-je dit, changeant de sujet. Il pense que j'ai de bonnes chances de récupérer l'argent que j'ai dépensé pour la maison. Vraiment? Les yeux de Françoise se sont illuminés d'espoir. Alors on peut. Non, Françoise, j'ai secoué la tête. Moi, je peux récupérer mon argent parce que j'ai été dupé en l'achetant. Et vous, Noël et toi, en tant que propriétaire formel de la maison, n'avez aucun droit à une indemnisation. Vous serez simplement expulsé. Mais ce n'est pas juste, s'est-elle exclamée. La maison a été achetée avec ton argent mais pour nous. Était-ce juste de me mettre à la porte de cette maison? Ai-je paré? Était-ce juste de dire que tu n'avais plus besoin de moi après que je t'ai tout donné ce que j'avais? Françoise est restée silencieuse, la tête baissée. Tu sais, ai-je continué après une pause. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines, et je suis arrivé à la conclusion que vous m'avez appris une leçon très précieuse. Vous m'avez montré que dans ce monde, chacun doit d'abord s'occuper de soi. Que les liens familiaux ne signifient rien quand il s'agit de profit, qu'on ne peut pas faire confiance même aux personnes les plus proches. Et je suis reconnaissant pour cette leçon. Papa, on a eu tort, a dit Françoise doucement. On a cédé à la tentation. Mais ça ne veut pas dire que le monde entier est comme ça. S'il te plaît, ne deviens pas cynique à cause de notre erreur. Cynique? J'ai secoué la tête. Non, Françoise, je suis juste devenu réaliste. Et en tant que réaliste, je vois que tu es venue me voir non pas parce que tu es repentante, mais parce que tu n'as nulle part où aller, non pas parce que tu m'aimes, mais parce que tu as besoin de mon aide. Et tu sais quoi? Je n'y crois plus. Qu'est-ce que tu dis? Il y avait de la peur dans sa voix. Je dis que je ne vous laisserai pas vivre chez moi, ai-je répondu calmement. Je ne vous donnerai pas d'argent pour le loyer. Je ne résoudrai pas vos problèmes. C'est vous qui avez créé cette situation, et c'est à vous de la gérer. Papa, tu ne peux pas faire ça. Les larmes lui sont montées aux yeux. On est ta famille. Famille? J'ai souri amèrement. Non, Françoise. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous m'avez mis à la porte. Une famille ne fait pas ce que vous avez fait. En ayez eu tort. Elle criait presque. Les gens font des erreurs. N'as-tu jamais fait d'erreur? Bien sûr, j'ai fait des erreurs. J'ai hoché la tête. Ma plus grande erreur a été de trop vous laisser faire. Trop pardonner. Trop donner sans rien demander en retour. Mais je ne referai pas cette erreur. Françoise m'a regardé avec horreur comme si elle ne voyait pas son père mais un monstre. Tu as changé, a-t-elle chuchoté. Oui, ai-je convenu. J'ai changé. Vous m'avez changé. Et tu sais quoi? J'aime cette nouvelle version de moi. Celle qui ne se laisse pas utiliser. Celle qui s'estime plus que ses parents ingrats. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait du désespoir dans sa voix. La même chose que j'ai faite quand vous m'avez mis à la porte, ai-je haussé les épaules. Trouver un endroit où vivre, économiser de l'argent, travailler plus, débrouillez-vous seul. On n'a même pas d'argent pour un acompte de loyer. Je n'en avais pas non plus quand j'ai quitté l'hôtel, lui ai-je rappelé. Mais j'ai réussi, et vous aussi. Noël a une entreprise. Tu as un travail. Vous avez 2 enfants presque adultes qui peuvent travailler à temps partiel. Vous n'allez pas vous retrouver à la rue. Tu es cruel. Françoise a secoué la tête. Je reconnais pas. Non, Françoise. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous étiez cruel quand vous avez mis le vieil homme à la porte de sa propre maison. Quand vous lui avez dit qu'il n'était plus nécessaire. Quand vous l'avez fait faire ses valises sous les moqueries de ses propres petits-enfants. Je suis juste. Je vous donne ce que vous méritez. Ni plus, ni moins. Elle s'est levée, serrant le sac si fort que ses jointures sont devenues blanches. Alors, c'est ton dernier mot. Tu ne nous aideras pas. Je n'aiderai pas, ai-je dit fermement. Et tu peux dire à Noël que s'il essaie de venir ici et de me menacer comme la dernière fois, j'appellerai la police.
Je ne suis plus un vieil homme sans défense qu'on peut intimider. Françoise s'est dirigée vers la porte, mais s'est arrêtée sur le seuil et s'est retournée. Tu sais, papa, je comprends ton ressentiment. Vraiment. Mais ce que tu fais en ce moment, c'est de la vengeance, et la vengeance n'apporte jamais de soulagement. Elle ne fait que ronger l'âme. Merci pour la leçon de morale, ai-je souri. J'aurais aimé que tu t'en souviennes quand tu m'as mis à la porte. Elle n'a rien dit, mais a fermé la porte doucement derrière elle. Je suis resté assis dans le fauteuil, fixant la porte fermée, essayant de trier mes sentiments. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction ou même du triomphe en refusant Françoise. Mais au lieu de cela, je ne ressentais que du vide et une étrange douleur lancinante quelque part dans ma poitrine. Peut-être avait-elle raison. Peut-être était-ce vraiment de la vengeance, pas de la justice. Mais n'avais-je pas droit à cette vengeance après tout ce qu'ils avaient fait? Je me suis souvenu du visage de Françoise en partant. Désespoir, peur, déception, et autre chose. Une prise de conscience. La prise de conscience qu'elle avait vraiment perdu son père le jour où elle m'avait mis à la porte. Pas physiquement, émotionnellement. Elle avait tué quelque chose d'important en moi, quelque chose qui faisait de moi son père. Et aujourd'hui, elle l'avait enfin réalisé. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'Étienne. Il a dit que la plainte avait été acceptée et que l'affaire serait traitée en urgence étant donné le grand nombre de personnes touchées. Il a également dit que la police avait arrêté les directeurs de domaines d'avenir et gelé leurs comptes, augmentant les chances de récupérer l'argent. Et la maison? Ai-je demandé. L'expulsion avait-elle déjà commencé? Oui, a confirmé Étienne, la banque avait entamé la procédure. Tous les locataires actuels ont eu un certain délai pour quitter les lieux. Dans le cas de votre fille et de votre gendre, c'est « laissez-moi voir » après-demain. Et que se passe-t-il s'ils ne déménagent pas? Expulsion forcée avec l'aide d'huissier, a répondu Étienne. Mais je ne m'inquiéterai pas de ça. Ce n'est plus votre problème, monsieur Dubois. Oui, ai-je dit, sentant une étrange lourdeur dans ma poitrine. Plus mon problème. Après ma conversation avec Étienne, je suis resté assis à la fenêtre pendant un long moment, regardant la rue et réfléchissant. La pluie tambourinait sur la vitre, brouillant les contours des passants qui vaquaient à leurs occupations sous des parapluies. Quelque part parmi eux se trouvait Françoise, peut-être cherchant désespérément un nouveau logement, ou Noël essayant de trouver l'argent pour un acompte de loyer, ou Clovis et Ambre, confrontés pour la première fois de leur vie à de vrais problèmes. Je me suis souvenu avoir moi-même erré dans les rues après l'expulsion, confus et déprimé, ne sachant pas où aller. Je me suis souvenu de l'humiliation, de la douleur, du sentiment d'impuissance. Souhaitais-je la même chose pour ma propre fille, mes propres petits-enfants? Mais ensuite, je me suis souvenu d'autre chose. Les yeux froids de Noël, les moqueries de Clovis et Ambre, l'indifférence de Françoise ce soir-là, leur cruauté, leur trahison. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Je ne pouvais tout simplement pas leur ouvrir à nouveau mon cœur. Je ne pouvais pas risquer d'être à nouveau trahi. Peut-être que Françoise avait raison et que la vengeance ne m'apporterait pas de soulagement. Mais savoir qu'ils avaient obtenu ce qu'ils méritaient, qu'il y avait une justice après tout, cela m'apportait un certain réconfort. Petit, amer, mais un réconfort. Le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Walter. « Salut, mon vieux. » Sa voix semblait joyeuse. « Comment vas-tu? » Étienne a dit que les choses avançaient. « Oui, je suppose, ai-je répondu. Françoise est passée hier. »« Waouh, comment ça s'est passé? » J'ai refusé de l'aider, ai-je dit, m'attendant à un jugement. Mais Walter a just gloss. « Bien joué. Tu ne veux pas être celui qui se met le coup sur le billot. Ils ont fait leur choix, et maintenant ils doivent en assumer les conséquences. »« Oui, je suppose, ai-je dit avec incertitude. »« Comment ça, tu supposes? » Walter avait l'air surpris. « Ne me dis pas que tu en doutes après tout ce qu'ils t'ont fait. »« Je ne sais pas, Walter, ai-je soupiré. Ce n'est pas si simple. C'est ma fille après tout. La fille qui t'a mis à la rue, m'a-t-il rappelé. Écoute, Alphonse, tu es un homme bon. Trop bon. Et ils en ont profité. Ne les laisse pas te remonter sur le dos. Ils ne méritent pas ton aide. Tu as probablement raison, ai-je dit. Mais la voix à l'intérieur de moi continuait de le remettre en question. Après avoir parlé à Walter, j'ai décidé de faire une promenade. La pluie avait cessé et les rues brillaient sous le soleil qui perçait à travers les nuages. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à mon itinéraire, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais près de la maison que j'avais autrefois achetée pour Françoise et sa famille. Je me suis arrêté de l'autre côté de la rue, regardant le manoir victorien qui devait être ma dernière demeure, l'endroit où je passerais le reste de mes jours entouré de ma famille. Maintenant, ce n'était plus qu'une belle maison avec des souvenirs amers qui y étaient associés. Une voiture avec le logo d'une banque était garée à l'entrée. 2 hommes en costume parlaient de quelque chose avec Noël,
qui avait l'air épuisé et vieilli. Françoise n'était nulle part en vue, ni les enfants. Peut-être étaient-ils déjà partis. Ou peut-être faisaient-ils leurs valises à l'intérieur. J'ai observé la scène et j'ai ressenti un étrange calme. Pas de jubilation, pas de contentement, mais exactement du calme, comme si un cycle s'était terminé et qu'il était maintenant acceptable de passer à autre chose. Me retournant, je me suis éloigné. J'avais rendez-vous avec Étienne pour discuter des détails du procès à venir. Le soir, Walter et moi allions au bistrot. Il y avait un quatuor de jazz qui jouait ce soir-là. La vie continuait. Ma vie sans Françoise, sans Noël, sans petits-enfants, une vie dans laquelle je ne me permettrais plus d'être utilisé ou trahi par qui que ce soit. Et si cela nécessitait de devenir un peu plus dur, un peu plus cynique, eh bien, c'était un prix que j'étais prêt à payer pour ma tranquillité d'esprit et ma dignité. Le procès contre Domaine d'Avenir a commencé 2 mois après cette conversation mémorable avec Françoise. Pendant tout ce temps, je vivais ma nouvelle vie. J'allais au club de belote, je sortais avec Walter, je me suis même inscrit à un cours d'aquarelle au centre pour personnes âgées locales. Je n'avais jamais pensé avoir de talent artistique en moi auparavant, mais il s'est avéré que la peinture était apaisante et aidait à organiser mes pensées. Je savais très peu de choses sur Françoise et sa famille. Walter avait mentionné les avoir vus une fois au supermarché. Ils avaient l'air maigres et hagards. Il a dit qu'ils avaient loué un petit appartement dans un quartier pas très riche de la ville. J'ai écouté cette information sans grande émotion. Quelque chose en moi s'était finalement fermé à eux, comme si une lourde porte s'était refermée. Le procès s'est tenu au palais de justice de Port-Fleuri, une imposante structure victorienne avec des colonnes et un large escalier. Je n'étais qu'une des nombreuses victimes, bien que j'aie peut-être perdu presque toutes mes économies d'une vie. Étienne m'a préparé pour le procès, m'expliquant que je devrais témoigner sur la façon dont la transaction s'était déroulée, si j'étais au courant des problèmes de titre de propriété, si j'avais été averti des risques. J'étais nerveux avant de parler. Mais quand mon tour est venu et que je me suis tenu devant le juge, je me suis retrouvé à parler clairement et avec confiance. Peut-être que l'âge et l'expérience de la vie commençaient enfin à porter leurs fruits. Je n'ai eu qu'un aperçu des accusés eux-mêmes, les directeurs de Domaine d'Avenir. 3 hommes en costume cher avec des visages soignés et des sourires confiants, qui se sont cependant estompés à la fin du premier jour du procès lorsque le procureur a présenté les preuves de leur montage frauduleux. Le procès a duré 1 semaine. Chaque jour, j'allais au tribunal, je m'asseyais sur le banc des témoins et j'écoutais les histoires des autres victimes. Un couple de personnes âgées qui avaient perdu l'argent qu'ils avaient mis de côté pour des soins médicaux. Une jeune famille qui avait investi son héritage dans une maison. Un entrepreneur qui avait investi le produit de la vente de son entreprise dans l'immobilier. Chacun avait sa propre tragédie, sa propre douleur. Mais le dénominateur commun, c'est qu'ils avaient fait confiance aux escrocs et avaient tout perdu. Le 7e jour, le tribunal a rendu son verdict. Les directeurs de Domaine d'Avenir ont été reconnus coupables de fraude et condamnés à des peines de prison. Leurs biens personnels ont été saisis et devaient servir à indemniser les victimes. C'est une victoire, monsieur Dubois, a dit Étienne alors que nous quittions le palais de justice. Une indemnisation complète est peu probable, bien sûr, mais vous devriez récupérer une part importante de vos fonds. Combien de temps cela prendra-t-il? Ai-je demandé. C'est difficile à dire avec certitude, a-t-il haussé les épaules. Les actifs saisis devront être réalisés. Ensuite, les fonds devront être répartis entre les victimes au prorata de leurs pertes. Cela pourrait prendre 1 mois. Cela pourrait prendre 6 mois. Je vois. J'ai hoché la tête. Eh bien, j'ai attendrai. J'ai dû attendre 3 mois. Pendant tout ce temps, j'ai continué à vivre dans mon petit appartement loué, m'habituant progressivement à la nouvelle réalité. Ce qui était étrange, c'est que j'ai commencé à trouver du plaisir dans des choses simples que je n'avais pas remarquées auparavant. Dans le café du matin sur le petit balcon, dans les conversations avec les voisins, dans les longues promenades le long du front de mer avec Walter. La vie sans obligation familiale, sans avoir à se conformer aux attentes de quelqu'un d'autre, était étonnamment libre et facile. Un de ces jours, alors que Walter et moi revenions d'une promenade, j'ai remarqué une silhouette familière dans l'allée de ma maison. Noël. Il se tenait là, se dandinant d'un pied sur l'autre, visiblement nerveux. Quand il nous a vus, il s'est redressé et a affiché un sourire sur son visage. Alphonse, quelle rencontre. Pas si fortuite, je suppose, ai-je dit sèchement. Vous m'attendiez de toute évidence. Oui, je l'étais. Il a bafouillé, jetant un coup d'œil à Walter. Je voulais vous parler seul, si je peux. C'est mon ami Walter, ai-je fait un geste vers mon compagnon. Je n'ai pas de secret pour lui. Parlez devant lui ou ne parlez pas du tout. Noël était clairement mécontent, mais il n'avait pas le choix. Très bien, a-t-il soupiré. Je suis venu pour m'excuser de ce que nous vous avons fait.
C'était mal. Mal. J'ai gloussé. Choix de mots intéressant. Je dirais méchant, cruel, inhumain. Mais mal fonctionne aussi, si c'est ce qui vous convient. Noël a rougi, mais a continué. Françoise et moi y avons beaucoup réfléchi. Nous avons réalisé à quel point nous vous avons fait du mal, et nous voulons arranger les choses. Recommencer. Pourquoi? Lui ai-je demandé directement. Pourquoi feriez-vous ça? Vous êtes notre famille, a-t-il dit en levant les mains comme si cela expliquait tout. Françoise vous manque. Les enfants aussi. Nous voulons renouer le contact. Vraiment. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ou est-ce peut-être parce que vous avez entendu parler de la décision du tribunal selon laquelle j'allais être indemnisé? Noël a détourné le regard et c'était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Je pensais que vous seriez heureux de renouer avec votre famille, a-t-il murmuré. Après tout ce qui s'est passé, après que vous m'ayez mis à la porte de ma propre maison, après que vous m'ayez dit que vous n'aviez plus besoin de moi, après que vous m'ayez fait faire mes valises sous les moqueries de vos propres petits-enfants, j'ai secoué la tête. Non, Noël. Je ne suis pas heureux, et je ne le serai jamais. Les gens font des erreurs. Il a essayé de rendre sa voix convaincante. Nous méritons tous une seconde chance. Vous n'êtes pas venu pour une seconde chance. Je l'ai regardé sans colère, mais sans pitié. Vous êtes revenu pour mon argent. Ce n'est pas vrai. Il a essayé de paraître outré, mais ce n'était pas convaincant. Comment allez-vous, Noël? Ai-je demandé, changeant de sujet. Comment vont les affaires? Comment est le nouvel endroit? Il s'est visiblement ratatiné. Pas génial, pour être honnête. J'ai perdu de gros clients, j'ai dû licencier des employés, et l'appartement, eh bien, ce n'est pas ce à quoi nous sommes habitués, bien sûr. Je vois. J'ai hoché la tête. Et vous avez décidé que je suis votre billet de retour pour une vie confortable. Que je vais à nouveau ouvrir mon portefeuille et vous sauver. Nous sommes une famille. A-t-il répété obstinément. Une famille est censée se soutenir mutuellement en cas de besoin. Famille? J'ai ri, mais c'était un rire amer. Non, Noël. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous m'avez mis à la porte. Ce n'est pas ce que fait une famille. Que dois-je dire à Françoise? A-t-il demandé après une pause. Rien, ai-je haussé les épaules. Ou la vérité. Que je ne crois plus ce que vous dites. Que je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Que j'ai appris une leçon précieuse de votre part. Que je devrais d'abord penser à moi. Vous ne pouvez pas simplement nous rayer de votre vie. Je pouvais entendre le désespoir dans sa voix. Françoise est votre fille. Clovis et Ambre sont vos petits-enfants. Je le peux, ai-je dit calmement. Et je l'ai déjà fait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Je l'ai contourné et me suis dirigé vers l'allée. Walter m'a suivi, lançant à Noël un regard de mépris flagrant. Vous allez le regretter, m'a crié Noël. Quand vous serez seul dans votre vieillesse, vous vous souviendrez de cette conversation. Je me suis retourné. Je suis déjà seul, Noël. Et vous savez quoi? Ce n'est pas une mauvaise chose. Au moins, je sais avec certitude qu'il n'y a pas de traître autour de moi. Sur ces mots, je suis entré dans le hall, le laissant planté là. Tu es dur avec lui, a dit Walter alors que nous montions les escaliers. Que pourrais-je être d'autre? Ai-je haussé les épaules? Il n'est pas venu pour faire la paix. Il est venu pour l'argent. Tu penses que Françoise viendra aussi? Elle viendra, ai-je hoché la tête. Dès qu'elle se rendra compte que Noël n'a pas réussi par son intermédiaire. Elle a toujours été plus têtue et persévérante que lui. J'avais raison. 3 jours après la visite de Noël, j'ai rencontré Françoise devant la banque. Elle m'attendait de toute évidence, et quand j'ai quitté le bâtiment, elle a couru vers moi. Papa! Elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais je me suis écarté. Je suis si heureuse de te voir. Vraiment. Je l'ai regardé d'un air interrogateur. C'est pour ça que tu m'as attendu à la banque au lieu de venir à la maison. Je ne savais pas si tu m'accepterais, a-t-elle baissé les yeux. Après que tu aies parlé à Noël. Alors, il t'a bien parlé de notre conversation, ai-je dit. Et tu as décidé de tenter ta chance seule. Papa, SILT plate. Elle a touché mon bras. Parlons juste quelque part, dans un café, tranquillement. J'ai hésité. Une partie de moi voulait juste partir, mais l'autre partie, celle qui se souvenait encore de la petite fille aux nattes, exigeait d'écouter. D'accord, ai-je finalement dit, mais juste une conversation, rien de plus. Nous sommes entrés dans un petit café voisin et nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre. Françoise a commandé un thé et j'ai commandé un café. Nous sommes restés silencieux un moment, nous regardant. Elle avait l'air fatiguée et maigre, avec des ombres sous les yeux et de nouvelles rides au coin de la bouche. « Comment vas-tu » a-t-elle finalement demandé. « Je vais bien » ai-je dit brièvement. « Et toi » Honnêtement, pas vraiment, a-t-elle soupiré.
Depuis l'expulsion, tout est un gâchis. Noël perd des clients. Je travaille à temps partiel pour joindre les deux bouts. Clovis a abandonné l'école, il s'est accoquiné avec de mauvaises fréquentations. Ambre s'est renfermée. Elle parle à peine. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Et ce n'était pas un mensonge. J'étais désolé. Pas pour eux spécifiquement, mais pour la situation dans son ensemble. Désolé que les choses aient tourné ainsi. Désolé que nous soyons assis ici comme des étrangers en ce moment. Papa, je sais que tu es en colère contre nous. Françoise m'a regardé d'un air suppliant. Et tu as toutes les raisons de l'être. Ce que nous avons fait était affreux. C'est impardonnable. Mais n'y a-t-il pas de retour en arrière? Possible? Ne pouvons-nous pas arranger les choses? Que veux-tu arranger exactement, Françoise? Lui ai-je demandé sans détour. Ta situation financière ou notre relation? Les deux, a-t-elle répondu honnêtement. Et j'étais reconnaissant ne serait-ce que pour cette honnêteté. Oui, nous avons besoin d'aide. Mais je veux aussi te retrouver dans nos vies. Tu me manques, papa. Vraiment. Tu sais ce qui est le plus triste dans toute cette affaire? Je l'ai regardé, ressentant un étrange vide à l'intérieur. C'est que je te crois. Je crois que je te manque. Je crois que tu es désolé. Mais je crois aussi que si tout allait bien pour vous, si vous n'aviez pas perdu votre maison et ne vous étiez pas retrouvé dans une situation difficile, vous ne seriez jamais venu me voir. Vous ne m'auriez jamais dit que je vous manquais. Elle a ouvert la bouche pour objecter, mais l'a ensuite refermée et a baissé les yeux. Peut-être que tu as raison, a-t-elle dit doucement. Peut-être qu'il a fallu un coup du sort pour que je réalise ce que j'avais fait. Mais cela ne prouve-t-il pas que j'ai changé? Que j'ai réalisé mes erreurs? Non, Françoise, j'ai secoué la tête. Cela prouve seulement que tu es désespérée, que tu as besoin d'aide, et peut-être que tu regrettes ce que tu as fait, mais pas parce que c'était mal, mais parce que ça s'est retourné contre toi. Que puis-je faire pour te prouver que ce n'est pas le cas? Des larmes brillaient dans ses yeux. Rien, ai-je répondu simplement. Parce que ce n'est pas une question de preuve, c'est une question de confiance, et elle a disparu. Nous sommes restés silencieux, sirotant nos boissons froides. Des gens passaient devant la fenêtre, vaquant à leurs occupations, inconscients du drame qui se déroulait derrière la vitre du café. J'ai entendu dire que tu avais gagné le procès, a finalement dit Françoise. Que tu allais récupérer ton argent. Oui, une partie, ai-je hoché la tête. Pas la totalité, mais une somme substantielle. Qu'est-ce que tu comptes en faire? C'est ça, ai-je pensé. La vraie raison de sa visite. Acheter une maison, ai-je répondu. Petite mais confortable. Peut-être dans le même quartier où ta mère et moi avons vécu. Eux, et nous. Elle a hésité, mais a décidé de demander. Pourrais-tu nous aider à nous remettre sur pied? Pas pour Noël ou moi, pour les enfants. Je l'ai fixé un long moment, essayant de trouver une partie du sentiment qui m'avait fait me précipiter à son aide auparavant, mais il n'y en avait aucun, seulement de la fatigue et de la déception. Non, Françoise, ai-je dit enfin. Je ne vous aiderai pas avec de l'argent. Plus jamais. Pourquoi pas? Il y avait une note de désespoir dans sa voix. Nous sommes une famille. Non. J'ai secoué la tête. Nous étions une famille, mais vous l'avez ruinée de vos propres mains, par vos décisions, et je ne crois pas qu'elle puisse être reconstruite. Mais les enfants, ce n'est pas leur faute. Pas leur faute? J'ai souri amèrement. Ils ont ri de moi quand vous m'avez jeté hors de la maison. Ils m'ont traité de vieil homme sénile et de fardeau. Ce sont tes enfants, Françoise. Tu les as élevés, et ils sont comme toi. Elle a baissé la tête, incapable de trouver les mots pour objecter. Je suis désolé, a-t-elle dit enfin. Je sais que nous ne méritons pas ton aide, mais j'espérais. À quoi? Je l'ai regardé avec un intérêt sincère. Que mes sentiments paternels l'emporteraient sur mon bon sens, que je te laisserais m'utiliser à nouveau. Non, Françoise, je suis trop vieux pour ça et trop intelligent. Elle s'est levée pour partir. Alors, c'est la fin, a-t-elle demandé. Et il y avait une vraie douleur dans sa voix. Tu nourrais de ta vie? Pas moi, ai-je répondu doucement. Vous l'avez fait quand vous m'avez mis à la porte et m'avez dit que vous n'aviez plus besoin de moi. J'ai simplement accepté votre décision. Elle n'a rien dit, a juste hoché la tête et est sortie du café sans se retourner. Je suis resté là un moment, fixant mon café inachevé et pensant à ce qui s'était passé. Étrangement. Je ne ressentais ni jubilation ni satisfaction, juste une confiance tranquille que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais enfin appris à m'estimer plus que ceux qui m'avaient fait du mal. J'ai reçu mon indemnisation un mois après le procès. Comme Étienne l'avait prédit, ce n'était pas le montant total, mais assez pour acheter une petite mais confortable maison dans un quartier agréable de Port-Fleuri. Un cottage de 2 étages avec un jardin, pas trop loin du centre, dans un quartier calme où vivaient principalement des retraités comme moi. Le déménagement n'a pris qu'une journée. Je n'avais pas beaucoup d'affaires.
Walter a aidé et ensuite nous avons eu une petite pendaison de crémaillère, juste nous deux. Nous nous sommes assis sur la véranda, avons siroté du whisky et avons parlé de la vie, du passé, de l'avenir. Tu sais, Alphonse, a dit Walter en regardant le liquide ambré dans le verre. Je suis fier de toi. Tout le monde n'aurait pas pu faire un tel. Se reconstruire à notre âge. Trouver la force de recommencer. Je n'avais pas le choix, ai-je haussé les épaules. Soit recommencer, soit abandonner. Et je n'ai jamais été du genre à abandonner. Et maintenant, quel est le plan? J'y ai réfléchi. Mes plans tournaient autrefois autour de ma famille, de ma fille, de mes petits-enfants. Maintenant, j'étais libre de ces obligations, libre de vivre pour moi-même. Je vais voyager, ai-je dit enfin. J'ai toujours voulu voir Rome, Venise, Paris. Élisabeth en rêvait, mais nous remettions toujours à plus tard. Et puis elle est partie. C'est une bonne idée. Walter hoche la tête. Peut-être que je ferai un tour avec toi. J'ai toujours voulu voir le monde. J'adorerais la compagnie, ai-je souri. Et, je veux faire du bénévolat. Il y a un orphelinat près d'ici. Je pensais que je pourrais peut-être aider avec de l'argent, ou simplement en étant là, lire des livres, jouer aux échecs. Les enfants ont besoin de grands-pères, même s'ils ne sont pas de la famille. C'est louable. Walter a levé son verre. À une nouvelle vie, Alphonse, qu'elle soit longue et heureuse. À une nouvelle vie. J'ai trinqué avec lui et j'ai pris une gorgée. Cela fait 6 mois depuis ce jour. Je suis allé en Italie. Rome et Florence m'ont enchanté par leur beauté ancienne. Puis il y a eu la France, l'Espagne, la Grèce. Je voyageais léger, séjournais dans de petits hôtels familiaux, déambulais dans les rues étroites des vieilles villes et me sentais libre. Pour la première fois depuis des années, je vivais pour moi-même, sans me soucier des attentes et des besoins des autres. De retour à Port-Fleuri, j'ai commencé à visiter régulièrement l'orphelinat local. Au début, j'apportais simplement des livres et des jouets. Puis j'ai commencé à m'attarder, à lire des histoires aux enfants et à jouer à des jeux de société avec eux. Peu à peu, je suis devenu papy Alphonse pour eux. Pas un parent, mais un proche. Quelqu'un qui écoutera toujours, aidera, soutiendra, quelqu'un qui ne trahira jamais. J'ai peu entendu parler de Françoise et de sa famille. Walter apportait occasionnellement des nouvelles. Noël a perdu son entreprise, a pris un emploi dans une station de lavage. Françoise a été licenciée de la clinique et faisait des ménages. Clovis a définitivement abandonné l'école, s'est retrouvé avec de mauvaises fréquentations. Ambre, la seule du groupe, semblait avoir pris les choses en main. Elle a trouvé un emploi dans un supermarché et étudiait le soir. J'écoutais les nouvelles avec sympathie, mais sans désir d'intervenir. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, ils vivaient avec les conséquences. Et moi aussi. Parfois, assis dans mon jardin le soir et regardant les étoiles, je pensais à quel point les choses avaient tourné étrangement. J'ai perdu des illusions mais gagné en clarté. J'ai perdu le passé mais gagné l'avenir. Et vous savez quoi? Je n'avais aucun regret. Ni d'avoir acheté cette maudite maison, ni de la trahison de Françoise, ni de leur avoir tourné le dos. Chacune de ces étapes m'a conduit là où je suis maintenant. Une vie calme et digne, remplie de sens et de joie. La famille, ce ne sont pas seulement les liens du sang. C'est le respect, la confiance, l'amour. Et si les parents de sang ne sont pas capables de cela, alors ils ne sont pas une famille. Ce sont juste des gens avec qui vous êtes génétiquement liés. Ma vraie famille, c'était Walter, les enfants de l'orphelinat, les voisins avec qui nous faisions des barbecues le week-end, les membres du club de belote avec qui je passais des soirées autour des cartes et de la conversation. Des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais leur donner. Un jour, en rentrant des courses, j'ai vu Françoise de l'autre côté de la rue. Elle m'a remarqué, s'est arrêtée comme si elle voulait s'approcher. Je lui ai fait un signe de tête. Sans colère, sans offense, juste un signe que je la voyais. Elle a hésité un instant, puis a hoché la tête en retour et a continué son chemin. Cet échange silencieux de signes de tête fut notre dernière conversation. Je ne cherchais pas à la voir, ni aucun membre de sa famille, et il semblait avoir enfin compris qu'il n'y avait plus rien à attendre de moi, et c'était la bonne chose à faire. Parfois, pour avancer, il faut laisser le passé derrière soi, même si ce passé est votre propre chair et votre propre sang. J'ai appris à vivre pour moi-même. J'ai appris à apprécier chaque jour, chaque instant. J'ai appris à trouver de la joie dans les petites choses, une tasse de café le matin, les roses qui fleurissent dans le jardin, le rire des enfants à l'orphelinat, les longues conversations avec Walter. Et vous savez quoi? J'étais heureux. Vraiment heureux. Peut-être pour la première fois depuis des années. Qui aurait pensé que la trahison de ma fille me mènerait finalement au bonheur? La vie est vraiment pleine d'ironie et de leçons que nous ne sommes pas toujours prêts à entendre. Mais je les ai entendues et j'en suis reconnaissant.
même si le chemin vers cette prise de conscience a été douloureux et difficile. Je suis Alphonse Dubois, j'ai 75 ans, et je vis enfin la vie que j'ai toujours été destiné à vivre, avec dignité, avec joie, avec amour pour moi-même et pour le monde qui m'entoure, sans illusions, sans fausses obligations, sans ceux qui ne voyaient en moi qu'une source d'argent et de confort. Et vous savez quoi? C'est une belle vie. Vraiment.